Et donc, on continue cette matinale avec notre première invitée. Eh bien, Finandrine. Bonjour Finandrine, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, je vais très bien. Et vous-même? Eh bien, écoutez, moi, ça va très bien. Je suis en pleine repentance, c'est-à-dire, quand je vois l'actualité, j'ai l'impression que le monde va mal et qu'il faut peut-être se révolter, qu'il peut y avoir en fait des machinations, qu'il peut y avoir plein de contradictions et qu'on peut se retrouver en bout de chaîne, finalement, eh ben, les dindons de la farce. Mais Emmanuel Macron l'a dit, c'est de notre faute. Donc, je m'incarne comme un fautif intégral de cette situation. J'aimerais que l'on puisse, cher Finn, pouvoir parler de l'actualité européenne, avec aussi à la fin un commentaire qui permettra d'introduire la participation de François Martin sur la situation en Syrie. Eh bien, l'Europe aussi est en pleine transformation ou en évolution avec des situations qui sont plutôt étranges. Nous avons parlé depuis plusieurs jours, hein, que ce soit sur notre média, les médias de grand chemin ou même les médias alternatifs, ce qui se passe en Géorgie et ainsi qu'en Roumanie. Alors, deux situations qui sont absolument hallucinantes parce que lorsqu'on les analyse chacune de leur côté, ce sont déjà des problématiques assez complexes et intéressantes. Mais lorsqu'on les met côte à côte, on peut voir une sorte de contradiction sur le logiciel et le narratif occidental. J'aimerais que l'on puisse commencer par la Géorgie. La Géorgie, qui, je le rappelle, subit depuis plusieurs jours de nombreuses manifestations pro-européennes, enfin issues de l'Union européenne, avec une population qui, semble-t-il, souhaiterait faire tomber ce gouvernement. La population qui explique qu'ils ne veulent pas redevenir l'URSS, ou en tout cas qu'ils ne veulent pas rejoindre à nouveau l'URSS. Et on a Bruxelles qui a communiqué encore pour expliquer que là, maintenant, si le gouvernement refusait de se plier, il pourrait mettre en place de nouvelles sanctions. Voilà, donc une sorte d'ingérence de l'Union européenne. On parlera des critiques de l'Union européenne sur l'ingérence supposée de la Russie en Roumanie. Mais quel est votre regard et votre analyse sur la situation en Géorgie actuellement? Oui, mais on ne sait même pas par où commencer pratiquement parce que c'est assez ubuesque. Il y a eu donc des élections qui ont été clairement gagnées par le parti au pouvoir déjà depuis un certain nombre d'années, donc le rêve georgien. Et pourquoi ce parti a gagné? Très largement, c'est tout simplement parce qu'ils ont une politique économique, une politique intérieure qui a été tout à fait positive pour les Georgiens. Et ensuite, donc c'est tout à fait normal que ce parti gagne, euh, qui sont récompensés dans les urnes. Ce parti n'est pas pro-russe. Il est toujours targué d'être pro-russe. Le fait est que ce parti est tout simplement un parti qui est beaucoup plus objectif dans ses relations avec la Russie. C'est un parti qui comprend que quand on est un pays de 4 millions à peine d'habitants euh, et qu'on a une frontière avec un pays qui a une des plus grandes économies du monde et pouvoir politique du monde, donc la Russie avec 100, peut-être 145 au moins 145 millions d'habitants aujourd'hui, eh bien il faut c'est le propre intérêt national de garder des bonnes relations avec ce pays. Donc effectivement, le rêve georgien a hérité d'une situation assez compliquée, vu qu'il y avait une guerre qui a été d'ailleurs initiée par la Géorgie vers ou contre la Russie et contre les régions, disons, séparatistes de la Géorgie en 2008, sous le président Saakashvili. Le rêve georgien a hérité de cette situation très compliquée. Les relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie ont été coupées. Et d'ailleurs, les relations diplomatiques n'existent toujours pas entre la Géorgie et la Russie. Donc le Georgia Dream, donc le rêve georgien qui est au pouvoir depuis déjà maintenant un certain nombre d'années, n'a pas encore restauré les relations diplomatiques entre la Géorgie et la Russie. Donc il ne faut pas non plus immédiatement faire des caricatures. C'est un parti qui essaie d'avoir des relations cordiales, normales, je dirais, avec la Russie. Ça ne fait pas de ce parti un parti pro-russe, c'est un parti, je dirais, pro-georgien. C'est-à-dire qu'il soutient l'intérêt des Georgiens et on souhaiterait avoir en France également des partis qui soient entièrement pro-français. Et ça revient un petit peu à ce que vous disiez dans votre intervention juste tout à l'heure, Raphaël.
Mmh. Et aussi peut-être, parler quand même de l'importance géographique parce qu'on parle de la situation politique en Géorgie, mais on oublie peut-être de dire aussi où se situe la Géorgie et cela pourrait peut-être aussi expliquer pourquoi il peut y avoir autant, d'actions et de commentaires de la part de l'Union européenne. C'est-à-dire de vouloir regarder après la Géorgie qui a fait une demande de candidature, c'est un candidat officiel depuis 2023, pour, son adhésion. Même si le peuple, vient de s'exprimer et qu'il y a un gouvernement bien précis avec des ambitions particulières, c'est quand même une position qui est stratégique parce que c'est une province, donc enfin un pays limitrophe connecté à la Russie, c'est à côté de la Turquie, à côté de l'Arménie, et on voit que c'est quand même une zone là de forte tension. La chute de la Syrie est quand même un très bon exemple pour expliquer encore une fois cette grande fracture avec différents belligérants ou si on n'a pas le droit de parler de belligérants, on peut parler de forces étrangères qui souhaitent prendre la main sur cette zone stratégique. N'est-ce pas là tout simplement aussi en fait un message clair envoyé contre la Russie pour expliquer que l'Union européenne, en tout cas que le bloc occidental souhaite à tout prix se renforcer et ne laisser tomber aucun territoire. Tout à fait. Il faut voir tout ceci, tout ce qui se passe actuellement en Europe occidentale et orientale. Il faut voir tout ça dans le cadre de la volonté des États-Unis de contrôler la Russie, d'affaiblir la Russie et si possible aussi de s'accaparer des ressources russes. Donc ceci est quelque chose qui continue depuis plus de 100 ans. Même avant la révolution russe, hein, il y avait des intérêts ou des volontés très fortes de Wall Street de prendre, disons, d'accéder au marché et aux ressources russes. Nous savons que dans le livre de Berzinski, qui a été écrit en 1997, si je ne me trompe pas, Le Grand Échiquier, qui est souvent cité sur les plateaux et à juste titre, dans ce livre qui a déjà maintenant 25 ans, le mot Géorgie est mentionné par M. Berzinski 25 fois. Donc, c'est un pays qui est quand même assez petit, mais néanmoins, comme vous dites, la Géorgie représente un point stratégique pour les Américains, comme avec l'Ukraine. Il s'agit, disons, de contrôler ces pays politiquement afin de continuer à mettre de la pression sur la Russie, d'encercler la Russie, et ceci est très ouvertement dit dans ce livre, c'est la stratégie. Donc, il faut se rappeler que le plan de l'OTAN, c'est un plan expansionniste. L'OTAN a eu une ambition d'intégrer aussi bien l'Ukraine que la Géorgie dans l'OTAN. Les deux pays sont souvent mentionnés en paire, hein. Depuis maintenant 15 ans ou plus, depuis 2008, même avant, on mentionne Géorgie-Ukraine hein, pour l'introduction dans l'OTAN. Après la dernière vague, hein, qui était la vague de 2004, qui a créé des nouveaux membres de l'OTAN. Et donc, il y a eu cette fameuse réunion de Bucarest, donc en Roumanie, en 2008, où étaient présents Merkel et Sarkozy, donc avec le président George W. Bush. Merkel et Sarkozy avaient tous les deux apparemment exprimé disons leur inquiétude à faire entrer ces deux pays ou à pousser pour faire entrer ces deux pays dans l'OTAN, mais l'administration américaine n'a pas du tout écouté ces deux dirigeants européens et peut-être que évidemment ces deux dirigeants européens étant quand même assez alignés avec Washington, ils n'ont peut-être pas poussé l'argument plus que cela. Ce qui s'est passé de toute manière, c'est qu'en 2008, donc dans ce sommet de Bucarest, l'OTAN a officiellement déclaré que la Géorgie et l'Ukraine méritent d'être dans l'Ukraine, doivent être dans l'Ukraine, et ils leur ont proposé donc ce qui s'appelle la route vers l'adhésion. Ce n'est pas une invitation, mais c'est une route vers l'adhésion dont passent la plupart des pays qui veulent ou qui souhaitent ou qui doivent intégrer l'OTAN. Donc effectivement, comme vous dites, la Géorgie étant limitrophe à la Russie est facilement manipulable et dans un point stratégique pour la Russie, ont été dans le collimateur de Washington depuis de nombreuses années. Et ceci ne fait que, disons, introduire des inquiétudes et des troubles à l'intérieur de la politique géorgienne. Après l'Union soviétique, la Géorgie n'a qu'un souhait, en réalité, c'est de se développer
de se concentrer sur ses propres affaires internes. Et d'ailleurs, c'est le cas de la Russie également, hein, les Russes le disent aussi. Mais si on revient à la Géorgie, malheureusement, leur position et l'intérêt que les Américains et les atlantistes portent vers la Géorgie font qu'ils sont constamment, sujets à des ingérences, à des implications externes pour aller dans telle ou telle direction. Donc, c'est assez dramatique pour eux. Et maintenant, effectivement, avec Georgia Dream, on dirait qu'il y a quand même une réaction. Le peuple géorgien a clairement indiqué leur préférence pour Georgia Dream. Ils ont eu 54% de voix dans les élections. Et il n'y a rien qui montre une ingérence russe. Et d'ailleurs, aucune ingérence russe n'a été prouvée. La présidente donc française d'origine, donc Madame Salomé Zourashvili, elle a indiqué elle-même dans un entretien, il y a à peu près, il y a quelques semaines, elle a indiqué qu'elle n'avait aucune preuve d'ingérence russe. Elle a dit ouvertement, elle n'a aucune preuve. Elle a dit, ce n'est pas à nous, Géorgiens, ou à moi, de démontrer cela. Je laisse cela aux pays occidentaux. Mais, vous imaginez. Donc, elle pousse à travers Twitter, à travers ses entretiens divers et variés, au peuple géorgien de se soulever contre son gouvernement qui a été démocratiquement élu. Et elle ne présente aucune preuve d'ingérence russe, aucune preuve comme quoi les élections auraient été massivement frauduleuses et que les résultats de 54% pour Georgia Dream ne soient pas, disons, tout à fait légitimes. C'est incroyable ce que nous vivons. Alors c'est incroyable et là vient la grande question, parce que c'est une situation, qui pourrait arriver en France, c'est-à-dire une opposition claire entre un mouvement populaire, face à un gouvernement. Les velléités de l'un ou de l'autre pourraient, s'inverser, c'est-à-dire si c'est un soulèvement populaire, hein, dans une logique de souveraineté, ce serait, donc un certain angle. Là, c'est plutôt donc des manifestations, pro-Union européenne. Selon vous, est-ce que le gouvernement géorgien peut se plier, peut perdre, ce bras de fer actuel? Je pense que tout peut se passer. On ne peut jamais savoir quand il y a ce genre de mouvements qui ont lieu. Ces mouvements prennent une vie à elles toutes seules. Elles peuvent être sujettes à tout type de direction et d'influence. Mais cela dit, il semblerait ces derniers jours, peut-être avec l'arrivée du froid aussi, il semblerait ces derniers jours qu'il y ait de moins en moins de manifestants. J'ai vu une vidéo hier du jeune journaliste, disons, des plateaux LCI, donc Cyril Amourski, qui était dans les rues de Tbilissi et qui se lamentait, qui se plaignait du fait qu'il y avait de moins en moins de protestants, de manifestants, et il disait qu'il y avait moins de 1000 apparemment, et qu'il y a plus, ces derniers jours, plus de police dans la rue du tout. Donc il semblerait que ce mouvement soit en train de s'essouffler. Donc normalement, ce nouveau gouvernement devrait pouvoir survivre. Mais il faut juste voir, il faut patienter parce que, évidemment, tout pourrait arriver. On dirait quand même que l'Union européenne et d'ailleurs les États-Unis aussi souhaitent un changement. Et je pense que l'objectif même de l'arrivée de Madame Salomé Zarouchbili, son objectif, sa raison d'être en Géorgie, sa carrière même, ces 20 dernières années, n'a qu'un seul objectif, de faire entrer la Géorgie dans l'OTAN et dans l'Union européenne. C'est son seul objectif. Et c'est pour ça qu'elle est maintenant, elle est évidemment à la fin de sa carrière. C'est pour ça qu'elle prend quand même des risques, qu'elle fait des communications qui sont quand même à la limite de ce qu'elle devrait faire. Elle transgresse les limites, puisque en tant que président, dans la constitution géorgienne, elle ne doit pas, faire d'ingérence et s'impliquer dans la politique, dans le processus démocratique du pays, alors qu'elle est constamment en train d'envoyer des messages en géorgien, en anglais d'ailleurs aussi, pour inciter pour insister
à la démonstration, à la manifestation contre ces résultats légitimes. Donc Mmh. c'est fou quand même. Oui, d'autant plus que là, il faudra apporter aussi comme commentaire pour les médias francophones ou français, on a un phénomène BFM inversé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des mouvements populaires en France, des chaînes d'information nous expliquent que il n'y avait que 4 manifestants dans les rues pour pouvoir se plaindre contre Emmanuel Macron. Et là, tous les articles nous parlent de plusieurs milliers, c'est-à-dire la tension monte d'un cran, c'est-à-dire la pression continue de monter. Alors, il y a une pression objective, mais tout est relatif lorsqu'on commence à voir tout simplement le véritable nombre de manifestants. C'est ce qu'il faut à chaque fois faire. Tout à fait. C'est le problème de la désinformation. Alors là, on parle donc de processus démocratique et d'ingérence. Je pense qu'il est nécessaire de parler de la Roumanie. D'ailleurs, vous avez parlé de l'Ukraine. Et quand on regarde la Géorgie, l'Ukraine, la Roumanie, ça fait un triangle autour d'une zone stratégique, la mer Noire. C'est quand même important, je pense, encore une fois, d'analyser l'emplacement géographique, donc c'est-à-dire les emplacements stratégiques. La Roumanie, les élections présidentielles ont été annulées par la Cour constitutionnelle suite à, eh bien, tout simplement des accusations d'ingérence russe à travers le biais de TikTok. Et là, on voit l'Union européenne qui est ravie, on voit Bruxelles qui est ravie de commenter pour dire qu'il faut absolument lutter contre ces ingérences russes. Le président, enfin le candidat à la présidentielle, le favori roumain, qui est considéré comme un anti-vax, un complotiste, un pro-russe, et peut-être même on pourrait dire, avec le logiciel français républicain, un obscurantiste, parce qu'il parle au nom de Dieu lors de ses messages, etc. Là, on assiste quand même à un deux poids, deux mesures hallucinant, c'est-à-dire on voit l'Union européenne qui critique l'ingérence en Roumanie en faisant de l'ingérence finalement aussi, c'est-à-dire en commentant et en voulant mettre la pression, et ils font de l'ingérence aussi, mais la bonne, il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. C'est-à-dire c'est Oui, une bonne tout à ingérence fait. de pouvoir en fait agir en Géorgie pour pouvoir amener tout simplement l'Union européenne, c'est-à-dire les droits de l'homme, la beauté, la démocratie, enfin au nom de la démocratie, de vouloir détruire une volonté démocratique qui a été déjà mise en place, c'est-à-dire en fait un gouvernement qui a été élu, enfin, et mis en place. Pour la Roumanie, quel est votre regard voilà, sur cette situation où, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, si on fait un parallèle, on a vraiment l'impression claire, et d'ailleurs ça a été dénoncé par l'excellente Virginie Juron directement à Bruxelles, le fait qu'il y ait un deux poids, deux mesures absolument hallucinant. Oui, alors je pense que ce qui se passe en Roumanie, il faut le voir un petit peu dans le cadre de ce qui se passe en Europe de l'Est d'une manière générale. Pourquoi l'Europe de l'Est est différente, a une évolution maintenant politique un peu différente de l'Europe de l'Ouest? Il y a deux raisons principales. Un, c'est la proximité avec la Russie et Alors, est-ce que l'Ukraine. la coupure vient de Finandrine? Finandrine, c'est bon? Vous êtes connecté à nouveau? Je vous Oui. entends. Ah d'accord. Oui, désolé. Donc, je pense que la situation en Roumanie, elle est assez typique de la situation en Europe de l'Est. Pourquoi l'Europe de l'Est aujourd'hui a une réaction politique qui est quand même différente et je dirais plus avancée quelque part que la réaction en Europe de l'Ouest? Il y a deux raisons. Une, c'est la proximité avec la Russie et l'Ukraine. Ces pays comme justement la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie aussi, et quelque part aussi la Pologne, comprennent beaucoup mieux ce qui se passe en Ukraine, comprennent la crise ukrainienne, comprennent l'absurdité de la position occidentale beaucoup mieux que les Occidentaux. Et ceci crée une réaction populaire dans ces pays. Nous avons bien vu les positions de Fico, les positions de Orban, la position maintenant de ce candidat Kalin Georgescu. Nous avons vu aussi des candidats ou des oppositions en Pologne s'exprimer aussi de cette manière, également en Tchéquie. Donc, on voit que ces pays-là ont une vision beaucoup plus réaliste euh, par rapport à la Russie et à ce qui se passe en Ukraine et souhaitent beaucoup plus fortement la paix parce qu'ils sont beaucoup plus proches. Macron disait, nous sommes tout proches de l'Ukraine, nous sommes qu'à 2000 kilomètres, mais n'oublie pas que ces pays sont à quelques centaines de kilomètres, voire ils ont une frontière commune. Et donc, ils subissent directement potentiellement aussi les conséquences à travers les immigrés. Donc, c'est normal que ces pays et ces populations mettent de la pression politique sur leur gouvernement. Il y a des candidats qui vont émerger, comme justement Kalin Georgescu, dont vous avez parlé.
L'autre raison, je pense, c'est aussi que ce sont des pays qui sont démocratiques depuis moins longtemps. Donc il y a des institutions démocratiques et des institutions de manière générale, y compris les médias, qui sont, disons, moins enracinées. Ils ont moins la capacité, disons, d'inertie et de contrôle qui existe dans les pays occidentaux. Et cela permet aussi à des candidats d'émerger d'une manière assez spectaculaire. Vous auriez vu que dans le cas du AfD, par exemple, et des candidats, par exemple, Sarah Wagenknecht également en Allemagne, AfD, donc c'est le parti allemand. Vous avez vu également en France le barrage républicain qui est fait, qui est presque institutionnalisé en France contre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, Marine Le Pen n'est pas si, elle n'est pas, disons, si anti-système que cela. C'est pas du tout une personne qui peut être comparée, à mon avis, à Kalin Georgescu dans ses propos. Mais néanmoins, vous avez vu que il y a quand même une différence, c'est qu'il est beaucoup plus difficile pour ces mouvements contestataires et opposition au projet mondialiste d'émerger dans les pays occidentaux, dans l'Europe occidentale. Alors que vous avez un candidat comme ça qui arrive pratiquement en tête au premier tour en Roumanie, et je vois mal cela se passer aussi facilement parce qu'il y a des garde-fous donc dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est un petit peu mon analyse, les deux raisons pour lesquelles cela s'est passé. Et maintenant, c'est évidemment très intéressant de voir la réaction des pays occidentaux, de l'Union européenne. Et c'est à nouveau ce un poids, deux mesures qui est absolument flagrant. Et je pense qu'il est vraiment temps que les citoyens des pays européens lisent un peu les nouvelles, comprennent ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a vraiment un poids de mesure. L'hypocrisie de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne est absolument flagrante. Parce que quand on est en pleine ingérence en Géorgie, en Moldavie, en Géorgie, donc il y a donc des politiciens allemands et autres qui sont passés par Tbilissi, qui ont fait des discours, qui, un petit peu comme à Maïdan à Kiev en 2014, qui demandent et qui poussent le peuple à une insurrection. Donc c'est absolument incroyable. Et quand il s'agit de la Roumanie, là, on utilise, là, on pousse maintenant la Roumanie à, à voter contre, donc à annuler carrément les élections. Il y a une ingérence ici probable, mais qui n'a pas été encore prouvée. Il y a eu apparemment donc un avion américain privé qui a atterri la veille de l'annulation par la Cour constitutionnelle roumaine des élections. Cet avion privé a atterri à Bucarest la veille. On ne connaît pas encore les détails, mais il se pourrait effectivement qu'il y ait une relation. Et je suis moi-même évidemment persuadé, même si je ne peux pas le montrer, que la Cour constitutionnelle roumaine n'aurait jamais pu annuler les élections présidentielles dans un pays sans que les dirigeants occidentaux à Bruxelles, à Washington, peut-être à Londres, à Paris, aient poussé pour cela et donné non seulement leur aval, mais même peut-être leur ordre. Parce qu'on ne peut pas, en Occident, tolérer disons, une contamination quelque part de cette politique que représente Orban. Vous avez vu à quel point Orban, le président hongrois, a été vilipendé dans l'Union européenne. On menace la Hongrie même de sanctions. Et donc, pour les Occidentaux, il est absolument intolérable et inacceptable que cela se propage, surtout pas dans un pays d'une taille relative comme la Roumanie. Absolument. Selon vous, est-ce que on peut quand même espérer ou est-ce qu'on doit s'attendre à observer une contamination quand même sur l'Europe de l'Ouest? Parce que ce que l'on observe à chaque élection européenne, ce sont les médias qui constatent et donc s'inquiètent
et commente en expliquant qu'il y a la montée des extrêmes, la montée de l'extrême droite partout en Europe à chaque élection, la montée des populismes. Est-ce qu'on peut quand même espérer, c'est-à-dire une sorte d'élan qui puisse arriver jusqu'en Europe de l'Ouest, ou alors, comme là vous l'avez indiqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même des institutions qui sont peut-être plus solides pour pouvoir maintenir un pouvoir déjà bien mis en place. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à une déstabilisation? Si je pose la question, c'est parce que je pense, comme argument qui peut être avancé, c'est qu'on assiste aussi à des conditions matérielles objectives qui évoluent, qui sont de plus en plus, qui sont en transformation. Plus précisément, des conditions économiques bien précises et qui sont inquiétantes, c'est-à-dire qui créent des mouvements, normalement, qui peuvent inciter la population à se lever, car elle souffre de ces situations-là. Mais est-ce que ça peut vraiment avoir un mouvement important qui pourrait faire lever une population en Europe de l'Ouest? Oui, je pense tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et j'ai pas développé cet argument, donc je vous remercie pour la question. En fait, je pense que l'Europe de l'Est est un précurseur de ce qui va se passer en Europe occidentale, surtout lorsque l'Ukraine va tomber, parce que nous savons que l'Ukraine va tomber. Qu'il y ait des négociations ou pas, l'Ukraine va perdre la guerre et donc les pays occidentaux vont perdre la guerre, étant donné le support très public qu'ils ont donné depuis tant d'années. Donc, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ce mouvement contestataire, disons, plutôt intérêt national, anti-mondialiste, et pas anticapitaliste pour ça. Et je pense que ce mouvement va se propager. Et je pense qu'il va se propager en Europe occidentale, j'en suis absolument persuadé. Nous allons voir déjà en France, sur les années qui viennent, l'élection présidentielle de 2027 va être absolument importante. Mais avant cela, nous avons les élections en Allemagne, les élections fédérales en Allemagne de février, juste dans 2 mois. Et ici, nous avons quand même une situation assez intéressante, parce que nous avons un parti plutôt de gauche, donc le parti que j'ai mentionné tout à l'heure, le parti de Sarah Wagenknecht, et le parti de droite, donc le parti AfD, donc Alternative für Deutschland, qui tous les deux ont des positions similaires en ce qui concerne la politique étrangère, une position similaire à celle de Călin Georgescu. Et on voit très bien la montée du AfD, surtout la montée du AfD dans les sondages ces 2 dernières années. Ils étaient à peut-être 2-3% avant la guerre en Ukraine. Et ensuite, maintenant, ils sont, selon les sondages et selon les Länder, ils sont autour de 20%. Donc, il peut y avoir effectivement une réaction électorale extrêmement forte en Allemagne, et ensuite ça va se répercuter dans d'autres pays, j'en suis persuadé, mais l'Allemagne c'est le pays qu'il faut regarder maintenant, et nous avons déjà eu quelques Länder qui ont eu des élections dans ce sens l'année dernière, ou plutôt cette année. Donc les signes sont là et nous le souhaitons, parce que cela va être nécessaire pour introduire une nouvelle classe de dirigeants. On voit bien que la classe de dirigeants que nous avons actuellement sont arrivés à bout de souffle. Ils ne peuvent rien proposer pour les populations européennes, et ne peuvent aussi ne suivent pas l'intérêt de leur propre peuple. C'est ça qui est tellement dramatique. Et ça pourrait s'écrouler, c'est-à-dire le fait de vouloir maintenir un système pétri de contradictions peut amener en tout cas un effondrement. Et c'est vrai que si un des piliers de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, eh bien, décide d'entamer un virage, eh bien, ça peut avoir une réaction en chaîne importante. Du moins, ça, c'est ce que l'on peut espérer. Et comme l'a dit Christophe Guilluy lorsqu'il a analysé les élections américaines, c'est qu'en fait, on voit en fait un sursaut de la working class. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver plus tôt qu'on ne le pense en Europe, et on l'espère en France. Merci beaucoup Philandrine, parce qu'il est 8h02, on va attaquer la suite de cette matinale avec François Martin. Donc Philandrine, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses de votre part sur la situation politique et géopolitique mondiale. Passez une très bonne journée et on se retrouve tout de suite avec François Martin. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.